Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Y a quelqu'un? Paranormal Activity. T'as entendu? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là? Sauf qu'avec lui, Montre-toi! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado. 21h minuit. Dans l'univers des phénomènes paranormaux, il en est un qui fait depuis une dizaine d'années les beaux jours du cinéma et donne à de jeunes adolescents l'envie de se procurer une baguette magique. Je veux bien sûr parler de la sorcellerie. Lui est chaman et sorcier. Il est mon invité jusqu'à 23h. Jean-Pascal Bruno. Bonsoir Jean-Pascal. Bonsoir Bob. Alors déjà, merde, je dis merde parce que c'est votre première émission de radio. Eh oui. Donc alors il faut toujours faire un vœu, c'est ce que je veux dire. Alors puisqu'on est dans le paranormal, on va croire au vœu. Bon. Voilà, j'espère qu'il va se réaliser. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc vous êtes chaman et sorcier, vous avez pensé, je le disais, votre enfance au Brésil. Oui. Et alors ça c'est important enfance. parce que au Brésil il se passe pas mal de choses justement du côté de la sorcellerie quand même. Bah, il se passe Presque tout. Presque tout, et au niveau du quotidien, pour la grande majorité des Brésiliens. Il y a au Brésil ce qu'on peut appeler des temples ici, ce qu'on appelle des terreiros là-bas, qui sont animés par des sorciers, des prêtres, qu'on appelle des pai de santos ou mãe de santos, père de saint ou mère de saint, voilà, et qui animent ce que les gens connaissent communément sous le nom de macumba. En fait, c'est du candomblé. En fait, c'est du vaudou d'Afrique de l'Ouest. C'est un syncrétisme du vaudou avec un mélange de religion chrétienne, comme l'ont importé les esclaves là-bas. Voilà, et donc c'est une pratique animiste proche du chamanisme, bien sûr. Et donc les gens ont l'habitude là-bas de commercer, on va dire, avec les esprits, ce qu'on appelle les esprits. D'accord. C'est la première fonction des chamans, converser avec les esprits? Alors, ça dépend ce qu'on appelle chaman. Il est bien évident que Jean-Pascal Bruno, chaman parisien, c'est pas du tout la même chose que le chaman Tungus au fin fond de l'Asie il y a 2000 ans. Voilà. En même temps, c'est pas si éloigné que ça. Disons que la fonction, un chaman, je pense qu'on peut définir ça en disant que c'est un guérisseur, un medicine man, un guérisseur de l'âme, un prêtre. C'est un mélange de tout ça. Je pense que c'est un spirituel de toute façon. Non, attention, pas religieux. Spirituel dans le sens large du terme. Je veux dire que c'est quand même quelque chose que... À l'origine, c'est d'abord quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique puisque c'est un chasseur à l'origine. Ah oui. Voilà. Alors justement, on va repartir de l'origine. Qu'est-ce que c'est le chamanisme? Alors le chamanisme, c'est je pense que c'est la fonction primordiale d'origine du prêtre, de celui qui va être en relation avec les forces de la nature, qui va représenter l'intermédiaire entre ces forces inconnues qui font peur, qui inquiètent, de l'inconnu, ce qu'on connaît pas, et donc qui va, à travers sa pratique à lui, c'est-à-dire une pratique de transe, rentrer en relation avec les esprits de la nature, les esprits des animaux, les esprits des pierres, les esprits... voilà. Alors pour appuyer vos propos, je propose d'écouter Anne-Marie Colpron. Elle est anthropologue. Elle revient justement sur le pouvoir des chamans. Donc derrière le chamanisme, il y a une conception particulière du monde. C'est-à-dire que derrière les plantes, les animaux, la nature en général, il y a des doubles invisibles, des esprits, un autre monde, une surnature. Et le chaman rentre en contact avec cette surnature pour rétablir toutes sortes de déséquilibres. Voilà, donc ça c'est c'est un peu une définition qui vous convient. Oui, tout à fait. Celle du chaman. Exact. Voilà. Alors, rentrer en contact avec des esprits, rentrer en contact avec la nature, j'imagine que ça vous est pas tombé tout cuit dans la bouche. Parce que même si vous venez du Brésil, j'imagine que quand on est au Brésil, on n'est pas tous chamans. Non, moi Qu'est-ce qui s'est passé en fait? J'ai eu autour de moi, moi je suis donc français. Ouais. Et rassurez-vous, il y a des gens très bien. Le hasard a voulu effectivement qu'au niveau familial, je passe une partie de mon enfance au Brésil, et puis que je rencontre à travers ma famille, à travers ma belle-mère en l'occurrence, des gens qui pratiquaient le candomblé, et donc qui prenaient les esprits, donc qui étaient en relation et qui communiquaient avec les esprits. Donc moi je voyais ça au quotidien, effectivement, des gens qui par exemple prenaient les esprits,
se mettaient à parler des langues étrangères qu'ils ne connaissaient pas, en réalité. Enfin, On vit ça dans les exorcismes souvent. oui, tout à fait. Et donc, c'est quelque chose avec lequel je me suis senti très à l'aise très très vite. C'est quelque chose qui m'a paru être une évidence. Voilà, je peux pas dire autre chose. Et donc, Ça a titillé votre curiosité très vite, quoi. Oui, tout à fait. Et donc, je m'y suis intéressé. Donc, en fait, je traînais dans ces milieux-là quand je n'étais pas au lycée français, parce que mon père, lui, n'y croyait pas du tout et voulait absolument que je fasse des études plus scientifiques. Voilà. Et dans la mesure où je ramenais des notes à peu près correctes, il me laissait aller vagabonder C'est ce que je dis avec mon fils. fond des favelles. Amène-moi un 12 et je te fais pas chier. Voilà, exactement. C'est un peu ça. Donc votre famille pas du tout, en tout cas votre papa pas du tout attiré par ça, Non. n'y croyant pas. Non. Mais quand même vous de votre côté, avec le 12 de moyenne qui fait plaisir à tout le monde, Oui. vous allez continuer à vous intéresser à ça. Et la belle-mère à la maison qui prenait les esprits. Voilà, avec ses amis, avec ses... Voilà, tout à fait. Le père devait être content. Le père s'enfermait dans la chambre avec un bouquin, en général sur les ovnis, justement. C'est ça, C'est intéressant, ouais, c'est lui ça. s'intéressait déjà à ça. Ouais. Mais la magie, ça... Il avait peur peut-être, non? Parce que c'est un peu, Oui, peut-être. quand on parle de magie, il y a le côté, on fait des choses bien, mais il y a le côté aussi, on peut faire des choses pas bien. Oui, peut-être, oui. Ça peut faire peur, donc il avait peut-être un peu peur. Peut-être, c'était quelque chose qui le dérangeait un peu, certainement, oui. Alors, vous êtes donc une initiation qui a duré combien de temps? Alors, il s'agit pas formellement d'une initiation, puisque j'ai très vite, en tous les cas, compris et senti avec les gens que j'ai fréquentés là-bas, qui m'ont entouré là-bas, que la connaissance, on l'avait tous, à l'intérieur de nous, voilà. On peut tous être chaman, en fait. Oui, bien sûr. On a tous des dons, on a tous des capacités. Je pense qu'on peut tous être médium voyant, sauf que nos chemins sont très différents. On a une famille, on a des rencontres, on a une culture, et puis on va aller sur ce chemin-là ou pas. Donc je pense que c'est simplement ça. Et moi j'ai compris effectivement qu'il y avait deux types de connaissances. Il y avait les connaissances intellectuelles, j'apprenais au lycée, voilà. Et puis il y avait quelque chose aujourd'hui que j'appellerais plutôt la connaissance de soi, c'est-à-dire que... De l'âme? De l'âme, oui, voilà. Et que ça nécessitait... certains états provoqués, qui sont différents ou qui sont provoqués de manière différente selon les individus. Ouais. Donc certains sont initiés par d'autres, par des pairs, d'autres sont initiés, en tous les cas moi ça a été mon cas, j'ai eu un certain nombre de lectures et pas mal de rêves éveillés et de rêves nocturnes sur lesquels je suis rentré en relation, ou j'ai imaginé rentrer en relation avec différents esprits, voilà, c'est ce qui a été mon initiation, ce qui l'est encore aujourd'hui, parce que c'est pas quelque chose qui s'est fait à un moment donné, c'est quelque chose qui se fait tout au long du chemin de vie. Voilà. Et plus on vieillit, plus on pratique, plus on est pas plus fort, mais plus à l'aise avec tout cela. On n'est pas fort parce que on n'est jamais fort face aux esprits? Non, parce que en réalité, bien sûr, les gens viennent me voir, en tant que chaman, sorcier, en se disant, celui-là, il a des pouvoirs extraordinaires. J'ai aucun pouvoir, j'ai une vie ordinaire comme chacun d'entre nous, voilà. J'ai pas de pouvoir particulier, si ce n'est ceux que me confèrent les gens à travers leurs demandes et à travers, je dirais, mon expérience, mon ressenti et ce que je vais pouvoir leur apporter d'une manière intuitive, c'est-à-dire d'une manière non réfléchi intellectuellement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand les gens viennent vous voir, j'imagine que vous le disiez, il y a un côté un peu sorcier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, jeter des sorts, faites ceci, faites cela, ça se fait, ça, c'est possible, ça. Mais c'est pas que ça se fait, c'est que ça fait partie de notre vie courante à nous tous. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que même moi, je peux jeter un sort à quelqu'un si j'avais développé mes facultés. Si votre mère vous répète à l'envi quand vous êtes gamin, mais tu es idiot, tu es stupide, tu y arriveras jamais, il est fort probable que si vous n'avez pas d'autre soutien ou si ce message-là est suffisamment fort et s'imprègne suffisamment, il va conditionner une partie de votre échec dans votre vie, de votre échec personnel. Dieu merci, elle m'a dit tu es grand, beau et fort. Et voilà. Donc ça, c'était un bon sort. C'est ça. Donc, en fait, oui, l'esprit, là, encore une fois, même dans le sort, il est très important. C'est-à-dire que c'est le conditionnement, c'est ce qu'on entend, ce que l'on perçoit. Oui, alors... Chacun a son point de vue là-dessus. C'est vrai que dans le chamanisme traditionnel, on projette sur les éléments de la nature, les plantes, les animaux, on projette les esprits à l'extérieur. Dans l'animisme aussi, dans le vaudou africain également. Chez nous, on a une vision un petit peu différente. Dans le monde occidental, on a plutôt tendance à penser effectivement que ces différentes âmes ou ces différents esprits dont nous sommes constitués, peut-être qu'on en parlera, sont pour les scientifiques modernes ou au moins pour les psychologues
des parties de notre psychisme. Ah, on commence à avoir ça quand même avant. Je pense que Jung en a suffisamment parlé, on a suffisamment fait de rapports chez les ethnologues entre les complexes de personnalité et ce qu'on appelle les esprits. Voilà. Et aujourd'hui, on a des thérapies des nouvelles thérapies par exemple, qui sont des thérapies de psychogénéalogie par exemple, qui se rapprochent très curieusement de ce qu'on fait déjà depuis des siècles en relation avec les esprits des ancêtres. Pour la guérison. Parce que c'est bien que vous parliez d'ancêtres, parce qu'on a la sensation que nos ancêtres justement étaient vachement plus ouverts et vachement plus spirituels. Pas forcément spirituel, mais plus ouverts, ce genre de. Moi je me souviens quand j'étais gamin, et pourtant je suis pas très très vieux, j'ai 47 ans, mais la sorcellerie dans le Berry, c'était acquis, il y avait plein d'endroits, c'est-à-dire que voilà quoi, c'était normal. C'était presque pas c'était une coutume quoi. Voilà, ça existait dans le Berry, il y avait des sorciers. Je peux vous dire que mon premier dentiste qui était professeur de faculté, qui est aujourd'hui à la retraite et qui écrit des livres sur le domaine, qui est du Berry, connaissait bien la sorcellerie, m'a dit mais pendant mon activité jamais je n'ai pu en parler parce qu'à la faculté autrement on m'aurait cassé. Voilà. Et donc je pense que simplement ça fait partie. Nos ancêtres sont à l'intérieur de nous, ils sont présents là à cette table, vos ancêtres sont là avec vous aujourd'hui. Voilà. Et ils ont une influence sur vous. À partir du moment où ils ont apporté quelque chose à travers vos parents ou à travers votre lignée de positif, eh bien c'est ce qui fait vos qualités à vous et vos singularités. Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Mais vous ne pouvez pas bâtir le futur en occultant le passé. Mais vous portez aussi vos démons personnels. Ah, c'est ça. Voilà. Et là, on rentre effectivement un petit peu dans l'aspect sorcier qui fait un petit peu peur aux gens, à savoir qu'à certains moments dans la vie, on rencontre des difficultés et ces démons-là, que ce soit des démons que l'on porte ou que des démons qu'on attribue à une action extérieure, ce qui arrive aussi, viennent nous poser de sacrés problèmes. Et là, on rentre effectivement dans toute la problématique de l'envoûtement, de la possession. Alors, on va y revenir, bien évidemment. Voilà. Vers tout cela, j'aimerais que l'on revienne donc sur Anne-Marie Colpron, donc anthropologue, qui, elle, met un coup de projo sur la façon de communiquer des chamans avec les esprits. Écoutez-la. C'est que c'est le seul qui peut provoquer, qui peut entrer de façon intentionnelle en contact avec le monde des esprits. Et il fait par toute une série de techniques, comme on le voit dans les documents, par la danse, par les chants, par le rythme du tambour, par l'absorption de plantes hallucinogènes. Alors quand on l'entend parler, on pense immédiatement aux Indiens. Souvent quand on regarde un film de western, à chaque fois on les voyait danser autour du feu, tout en fumant le calumet de la paix. Et c'est important parce que c'était des plantes. Et souvent la plante, on y reviendra sur le pouvoir des plantes. Ça vous aide à partir, en tout cas dans ces endroits-là. Alors dans ces endroits-là, ça nous aide. Ici en Occident, en France, on évite de fumer des plantes. On évite d'en prendre. Et puis parce que simplement c'est réprimé, bien sûr. C'est illégal, Donc, mais il y a plein de manières de rentrer en transe. Effectivement, tout ce qui est de l'ordre du rythme, de la musique, ou de ce qui peut effectivement induire au niveau des cerveaux, au niveau du psychisme, en tous les cas, un éloignement ou une déformation peut servir de transe. J'ai vu un sujet la dernière fois sur je crois que c'était à Rabat, c'était en Afrique du Nord. Il y a une femme justement qui avait des dons et qui rentrait en transe par la musique. En fait, à force de danser, elle était complètement en transe. Alors, on revient vers vous dans un instant. On marque une pause chamanique. C'est la pub. Allez, on revient dans un instant. C'est Ado, c'est toute la vérité. Jean-Pascal Bruno est avec nous, chaman et sorcier. Bob vous dit toute la vérité. C'est aussi sur les réseaux sociaux. Regardez, commentez, likez et partagez. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Et du côté de 23h, nous parlerons de la conspiration extraterrestre. Restez donc avec nous, ce sera tout à l'heure avec David Tullier, mais pour l'heure, nous parlons de chamanisme et de sorcellerie avec Jean-Pascal Bruno. Élevé une partie de son enfance au Brésil, il est revenu avec cette envie de voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. On peut qualifier ça comme cela, Jean-Pascal. Alors moi, j'aimerais donc, on va parler des techniques de sorcellerie. On va parler également des envoûtements, mais en bien comme en mal, parce que j'imagine qu'il y a des charmes, il n'y a pas que des choses négatives. Mais moi j'aimerais revenir parce que vous êtes venu avec votre femme ou votre ami, je ne sais pas si vous êtes marié, mais vous l'avez connu au Brésil ou vous l'avez connu en France? En France. Alors quand vous lui avez dit la première fois, je suis chaman et sorcier, elle vous a dit quoi?
Eh bien... J'imagine que ça surprend quand même. Oui, mais elle était venue me voir dans ce cadre-là. Ah, au départ oui, alors là, vous brouillez les pistes. D'accord, donc elle était très intéressée déjà par ça. Elle était déjà intéressée par le chamanisme. D'accord, Oui. parce que moi je me dis toujours, c'est vrai que je parle souvent, et notamment avec des ufologues. Hier, j'étais avec quelqu'un qui était très intéressant et qui me disait, je peux pas en parler avec n'importe qui. Et non, sa femme est extraterrestre? Non. Non mais c'est vrai, il faut que les gens soient vachement ouverts, etc. Vous, quand vous arrivez dans un dîner où il y a des gens que vous ne connaissez pas, on vous dit qu'est-ce que vous faites, quelle est votre passion, etc. Il y en a qui disent c'est le foot, l'autre c'est la voiture, c'est la F1, c'est son scooter, et puis vous dites bah moi je suis chaman et sorcier. C'est pas facile encore une fois. Ah, je le dis pas toujours. Vous le dites pas toujours. Non, oui, non, non. c'est quelque chose que c'est un peu votre jardin. Non, moi j'ai une vie privée ordinaire. Je travaille en tous les cas. Mon nom, Jean-Pascal Bruno, c'est un pseudonyme, bien sûr, comme beaucoup de gens dans la voyance ou dans ce domaine-là. Voilà, et j'ai une vie privée tout à fait ordinaire que je préserve, ce qui explique pourquoi depuis 25 ans, je n'ai fait aucune radio, aucune télévision. Merci de le faire ce soir ici. Malgré les demandes. Voilà, ça a été une intuition, une envie quand j'ai eu Mathieu. Voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voilà, bon, c'est une expérience. Je sais pas s'il aura une suite ou pas, mais voilà, simplement c'est... quoi qu'il en soit, merci de le faire chez nous, c'est la première, donc c'est vachement bien. Alors, je parlais de cette technique, on a la sensation, c'est vrai que on parlait des plantes tout à l'heure qui sont imprimées en France, parce que c'est vrai que c'est interdit, on a la sensation que, voilà, je vous parle pas de tous les groupes de rock qui, comme les Doors, sont allés dans le désert, le groupe américain qui sont allés dans le désert dans les années 70, se fumer des trucs énormes, avec des chamans justement, pour tenter de voir les esprits, les hallucinogènes, etc. Mais vous, en France, comment ça se passe? C'est quoi les rituels en fait? Parce que quand les gens viennent vous voir, c'est pour une action, j'imagine. Parlons de la drogue, d'accord? Dans le chamanisme, dans les cultures traditionnelles, sud de l'Amérique du Nord, par exemple, on utilise ce qui est bien connu dans le néo-chamanisme, de Castaneda, le peyote, ce genre de choses-là. Les plantes hallucinogènes, l'iboga en Afrique, dont on parle beaucoup actuellement parce qu'elle pourrait apparemment permettre de désintoxiquer les cocaïnomanes, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps. Ces plantes hallucinogènes ne sont utilisées que dans un cadre initiatique, uniquement, pas de manière récréative. C'est-à-dire que c'est juste pour ouvrir la porte en fait. C'est juste pour ouvrir la porte, et il est absolument prohibé dans les sociétés traditionnelles d'utiliser ces drogues de manière récréative. C'est pas du tout l'objet. De la même manière que, si je me souviens bien, aux États-Unis dans les années 70, on a utilisé le MDMA, ce qu'on appelle l'ecstasy aujourd'hui, dans des groupes de thérapie rogérienne pour permettre d'accélérer les prises de conscience en thérapie. Donc c'était dans un cadre extrêmement précis, d'un travail précis, médical. Et ensuite, bien sûr, ça a été interdit, critiqué comme étant quelque chose de récréatif. Donc, dans la plupart des traditions, dans les pays où on peut utiliser ces drogues-là, elles sont utilisées de manière initiatique. Voilà. Moi, je n'utilise pas de drogue, en tous les cas, parce qu'il y a d'autres manières, effectivement, de rentrer en transe, ou en tous les cas, alors justement, de rentrer en relation comment avec les vous travaillez, vous? Comment je travaille avec les esprits? Je travaille avec des méthodes qu'on pourrait rapprocher de rêve éveillé aujourd'hui, qui me permettent de rentrer dans un certain état de conscience. C'est un travail, mais je fais rien d'exceptionnel. Les gens qui font de la thérapie transpersonnelle aussi le font, provoquent à travers des états de méditation aujourd'hui, des états de conscience modifiés, qui me permettent de rentrer en relation avec les différents esprits, les différents démons que je rencontre, au fur et à mesure de ma vie aussi, au fur et à mesure de la vie ordinaire, des problèmes, des difficultés que je rencontre. Et on va dire que ces esprits ou ces démons que j'ai rencontrés sont pour une partie des alliés, des assistants, des aides qui vont me permettre d'avoir en retour des réponses intuitives par rapport aux demandes qui me sont faites par les gens qui viennent me voir. Donc rien n'est jamais... je ne sais jamais à l'avance. Ah oui, alors justement, vous ne savez pas, mais vous les appelez donc ces gens-là, ces entités, ces démons, etc. Oui, je les appelle, ou alors ils se manifestent parfois lors des consultations, mon cabinet. Sans que vous demandiez, en fait, c'est ça. Oui, parfois il y a toujours aujourd'hui un sentiment d'étrangeté parfois lorsque je vais répondre d'une certaine manière à un client ou une cliente, et qu'en même temps une autre partie de moi plus rationnelle me dit mais comment tu t'adresses. Moi j'ai souvenir par exemple d'une cliente que j'ai eue pendant plusieurs semaines et qui parlait, et séance après séance, de ses problèmes, de ses difficultés, et elle me parlait. Et à un moment donné, effectivement, je suis rentré, comme c'est le cas souvent, la pièce obscurcie un peu, et puis à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit mais tu pourrais pas fermer ta gueule? Comme ça. Et je me suis dit mais tu peux pas te permettre de parler comme ça à quelqu'un. C'est une femme élégante, bourgeoise, et elle m'a regardé d'un regard perçant, et
Elle m'a dit, Jean-Pascal, ça fait des mois que j'arrête pas de me répéter ça dans ma tête, mais tu pourrais pas fermer ta gueule. Elle se le disait elle-même. Et du coup, à partir de ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais à partir de ce jour-là, on a commencé à travailler, effectivement, ensemble, ça a été le déclic, en fait. Ça a été le déclic, et sa vie a commencé à changer. Elle a commencé, elle a libéré, en tous les cas, ses propres esprits en elle, qui lui ont permis, en quelques mois, de changer complètement sa vie. Voilà. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des gens qui sont complètement libérés des esprits, qui sont bien de A à Z? Aucune idée. Ah oui. Je n'en sais rien. Parce qu'on a toujours la sensation qu'on a tous un fardeau, quelque chose comme ça. Si c'était le cas, ça serait terrible, parce que la beauté de la vie, c'est aussi de pouvoir avoir des variations, c'est-à-dire des moments de bonheur, de félicité, et puis aussi des moments de souffrance. Ça fait partie de l'existence. Voilà. Alors la transe, on va y revenir, et je vous propose d'écouter Ake Hultkrantz, ethnologue allemand. Il parle de l'extase et de la transe en rapport avec le chamanisme. L'extase est un concept religieux. La transe, un concept médical. La transe est au cœur de l'expérience du chaman, car, selon moi, elle définit le chamanisme. C'est ce qui démarque tellement le chamanisme des autres formes de magie. Alors, la transe. Oui, je suis assez d'accord avec la définition. Je pense que c'est à la base du chamanisme tel que moi je le connais en tous les cas. Je connais pas le chamanisme. Je connais un peu le chamanisme indien parce que j'ai travaillé dans des groupes d'accompagnement chamanique à Paris avec, en l'occurrence, pendant une année avec un Indien Arawak de Guyane, voilà, qui était postier à Paris, voilà, et qui était chef coutumier. Donc j'ai une petite approche de ça, mais je pense effectivement que la transe est à la base de toutes des pratiques chamaniques. C'est la transe qui permet de rentrer en relation avec les esprits. Je pense que c'est ça effectivement la base. Il vous est arrivé de vous perdre? De me perdre dans vos manifestations, dans vos transes, ou comment vous faites-vous pour revenir? Est-ce que vous connaissez la limite? Vous laissez embarquer parfois? Comment ça se passe? Je pose des questions de novice. Non, je me suis jamais laissé embarquer, j'ai jamais eu peur. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais eu peur des esprits. Pourtant, vous avez rencontré, j'imagine, des démons, c'est le temps. Oui, tout à fait. Ouais. J'ai rencontré des démons personnels, effectivement, qui m'ont donné beaucoup de fil à retordre, et qui m'en donnent encore de temps en temps. Ouais, ils ont une image, ces démons, vous les voyez, ou c'est quoi? C'est c'est des pensées, c'est quoi? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, par exemple, de vous mettre en colère, voilà, et de casser quelque chose, de bousculer quelqu'un, ou peut-être de mettre une gifle à quelqu'un que vous aimez bien, voilà, et puis après de vous dire, vraiment, écoute, je suis désolé, j'étais hors de moi, voilà. Et ma fille qui est là, elle acquiesce, donc voilà. Donc elle me connaît dans ces états-là, j'essaie de pas rentrer souvent. Eh bien, vous avez été possédé, partiellement, très rapidement, par un de vos démons personnels. Mais d'ailleurs, c'est assez marrant ce que vous dites, parce que parfois, il y a des gens qui commettent des choses horribles, et même des crimes, c'est ça qui est dramatique, on leur dit, mais à ce moment-là, je ne sais moi-même, quoi. C'était pas moi, quoi. Ce qui explique pourquoi 90% des gens qui sont condamnés en prison se disent innocents, bien sûr, parce qu'ils ne se reconnaissent pas à travers ces parties, ces actes, qui les ont plus ou moins durablement possédés. Oui, bien sûr. C'est ça qu'on peut appeler le diable? On peut appeler ça? Le diable, c'est plutôt un terme judéo-chrétien. Diable, c'est plutôt... La signification du diable, à l'origine, je pense, étymologiquement, c'est être séparé en deux. Voilà. Donc, je pense que c'est ça, mais je pense que ça, c'est amené par la culture judéo-chrétienne. Oui, c'est ça. Voilà. Mais bon, en même temps, la diffusion, être séparé en deux, ça correspond à ce que vous me dites. C'est-à-dire que voilà. Démon et diable, c'est pas la même chose. Oui, alors il semblerait, que ce soit. Le diable, c'est quelqu'un, mais il y a les démons, il peut y en avoir plusieurs sortes, etc. C'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Il peut y avoir des démons... Enfin... Comment expliquer les choses? Disons que les démons sont des parties, peut-être des esprits qui sont attachés à nous, mais dont nous n'avons que très peu conscience, en fait. Mais qui sont les disciples du diable ou pas du tout? Bon, si, même on va l'appeler, même si c'est judéo-chrétien, mais... Moi, j'ai pas de vision... Non, vous n'avez pas de ça du tout? J'ai pas cette vision bien mal. Je pense qu'un démon... L'objectif de mon travail, par exemple avec certains de mes clients, c'est de faire en sorte qu'ils fassent une alliance avec leurs démons, qu'ils en prennent conscience, qu'ils négocient avec, et ces démons deviennent au bout d'un moment des alliés. C'est ça. C'est-à-dire que ce démon de la violence qu'on a évoqué par rapport à l'exemple que je vous ai donné, peut à un moment donné, si vous en prenez conscience et si vous travaillez d'une manière ou d'une autre avec ce démon-là, devenir passer de la violence, de la colère à l'autorité. Vous devenez quelqu'un qui est autoritaire, qui est respecté, qui a une force, une énergie, mais qui va peut être destructrice, qui va être constructrice
constructrice. Voilà. Et le but du travail initiatique en chamanisme, c'est d'aller rencontrer ses propres démons, voilà, et de leur permettre de s'intégrer à la personnalité. Voilà. On va marquer une petite pause musicale. Jean-Pascal Bruno est avec nous, chaman, sorcier. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez surtout pas. Il est 22h30. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter des pères, des hommes et des frères, Corneille et La Fouine sur Ado, et dans toute la vérité jusqu'à minuit. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Que ça vous plaise ou non, demain soir, gros dossier sur l'une des sociétés secrètes qui dirigent le monde, à qui profite la franc-maçonnerie. Qui sont les francs-maçons? Ont-ils une vraie influence sur notre société? Réponse demain avec mon invité Charles Imbert. Un gros dossier. J'adore parler des sociétés secrètes. Et il semblerait que parfois ça vous écorche un peu les oreilles, et notamment sur Facebook. Ah oui, les gens seront impatients d'écouter l'émission de demain. D'ailleurs, il y a même Chardon Ardent qui pense que l'émission va être intéressante et qu'on pourra la rapprocher des celles sur les Illuminati, mais que malgré tout il va falloir que tu te méfies, voire à prendre une arme dans ta voiture pour pouvoir te promener tranquillement après toutes les révélations qu'on entendra. Et elle voulait savoir si tu faisais partie des White Hats. Non. Donc les chapeaux blancs. Les chapeaux blancs, non. Je connais les ombres noires, j'en fais pas partie. les chapeaux blancs non plus. Bon, écoutez, je suis désolé. Alors, je vais m'enseigner. On sait jamais s'il y a une petite place. Quoi qu'il en soit, non, je n'en fais pas partie. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Chaman et sorcier, c'est comme ça qu'il se définit et qu'on l'a invité ce soir, c'est Jean-Pascal Bruno. Jean-Pascal, je voudrais revenir sur les gens qui viennent vous voir. La plupart du temps, c'est pourquoi? La plupart du temps, c'est pour des problèmes existentiels, des problèmes de possession, bien sûr, des gens qui... D'envoûtement? Oui, d'envoûtement. La différence entre la possession et l'envoûtement, dans la conception chamanique, en tout cas dans cette vision, la vision que j'ai, c'est que donc nous sommes constitués, pour faire très simple, d'esprits, d'alliés, de démons, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et parfois les circonstances font que notre histoire personnelle nous amène à être possédés par ces parties-là, et très souvent c'est quelque chose qui fait peur, puisque sans parler des cas extrêmes, des gens qui sont très déstructurés et qui sont en hôpital psychiatrique, la grande majorité des gens parfois entendent des voix, voient des images comme les médiums effectivement, et ce sont des choses qui leur font peur et qu'on n'est pas préparé pour ça. Oui, et notre culture ne nous prépare pas à ça aussi, et donc ces gens-là viennent me voir effectivement pour trouver donc des solutions. Voilà. Alors un certain nombre de gens vont voir effectivement des psychologues, des psychiatres, des médecins pour ça, et d'autres gens préfèrent venir voir plutôt des gens qui ont une approche plus traditionnelle de ce genre de phénomène. Alors quelles sont vos actions quand une personne est un peu perturbée, possédée ou envoûtée? Alors envoûtée, je sais que c'est pas pareil, mais quelle est votre action? L'envoûtement, c'est une possession qui est ou qui serait provoquée par quelqu'un d'autre, par l'action ou par l'intention d'un tiers. Voilà, à travers des rituels, mais parfois simplement à travers une intention ou une emprise. Voilà. Et bien à partir de ce moment-là, les gens viennent me voir, et je pense que à partir du moment où nous travaillons ensemble, nous passons un contrat, ils me permettent, par exemple, dans un problème de couple, ils me permettent, de par la place qu'ils me donnent pour intervenir, d'intervenir avec moi, mes propres démons, mes propres esprits, à travers, disons, le commerce qu'ils entretiennent avec leurs partenaires, par exemple, qui pose problème. Et donc, bien sûr, c'est un genre de manipulation, bien sûr, des croyances que je vais opérer, mais de manière intuitive, c'est-à-dire de manière non technique. Un psychologue va, lui, utiliser une technique précise. Moi, je vais utiliser mon intuition, mes esprits, mon dialogue et ma communication avec mes esprits pour tenter de trouver la voie, le chemin qui va permettre la négociation de ces esprits, l'apaisement de ces esprits et la sortie, effectivement, de ces différentes crises. Alors, c'est vrai que, on va dire, 70% des problèmes sont souvent aujourd'hui des problèmes de solitude, de couple, de rupture, des problèmes qui sont liés à la déstructuration, un petit peu au changement de notre société, mais ce sont aussi des problèmes existentiels, des problèmes de santé, des problèmes familiaux, des problèmes de tous ordres. Parfois, j'ai des gens qui sont possédés par des démons violents qui leur disent, vous parliez tout à l'heure de délinquance
délinquance et le crime, qui leur disent voilà, il faut que tu blesses quelqu'un, il faut que tu tues quelqu'un, il faut et donc moi je vais rentrer en relation avec ces gens-là, avec leurs démons personnels et tenter d'avoir une action avec eux sur un certain temps pour permettre d'apaiser cela, leur permettre de trouver une solution et de sortir de ces difficultés. Voilà. Alors notre démon à nous, c'est la pub. on y a droit 2 fois par heure dans Toute la vérité, le seul et unique talk show de la bande FM qui quotidiennement vous parle de tout ce qui ne se dit pas ailleurs. Et nous sommes avec Jean-Pascal Bruno. Nous parlons de chamanisme et de sorcellerie jusqu'à 23h. Restez donc avec nous, c'est Ado et on est ravis que vous soyez là. Tous les soirs sur Ado. Bob dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Et j'ai eu à peine le temps de finir mon bonbon, alors qu'à 22h40, c'est Ado, toute la vérité avec Jean-Pascal Bruno. Je vous le disais, si vous arrivez à peine, il est chaman et sorcier. On est en train de discuter donc de ces actions que vous faites vous, mais est-ce que vous pouvez agir sur votre propre personne ? Ou est-ce que vous avez besoin d'une force extérieure, d'une aide extérieure ? Oui, je pense qu'on a tous besoin d'une aide extérieure. Oui, il est clair qu'à partir du moment où j'ai des problèmes à résoudre dans ma vie quotidienne, alors peut-être que le fait que j'ai ces croyances-là favorise peut-être pour moi, puisque comme je disais tout à l'heure, ça nécessite une remise en cause permanente et donc un genre de travail initiatique permanent que j'ai fait tout au long, en tous les cas, de ma vie, de différentes manières, d'ailleurs, pas seulement à travers le chamanisme, même à travers d'autres approches, d'autres techniques. Et j'ai aussi besoin parfois d'aide, bien sûr, tout à fait. Et donc je vais voir des confrères ou des consoeurs parfois qui ont, eux, un talent particulier et qui vont me permettre parfois de résoudre mes difficultés. Mais vous qui êtes réceptif à ces démons, est-ce que parfois certains n'en profitent pas pour justement avoir une influence sur vous, profiter de votre réceptivité ? Non, c'est jamais arrivé ? Non, je ne pense pas. Non. D'accord. Non, moi j'ai une vision plutôt bienveillante. Je trouve que. Mais le monde pour vous, il est constitué d'énergie, d'entité, de quoi, de force ? J'en sais rien, je m'en fous. C'est pas le problème, des entités, des forces, c'est une manière de voir les choses. Je pense que le monde est un kaléidoscope. Aujourd'hui, on vit dans un monde effectivement, les êtres humains vivent dans un monde virtuel, maintenant qui projette sur leur matériel informatique, bien sûr, mais on vit dans un monde virtuel avec des croyances, on projette notre réalité, et c'est ça qui est formidable. On a différents prismes et les millions de personnes, les milliards de personnes qui sont sur Terre ont une vision chacun différente et c'est ça qui est formidable. Vous disiez tout à l'heure qu'on est constitué d'esprits, en fait, de démons, de bien et de mal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ailleurs votre notion où le bien et le mal, ça n'existe pas. En tout cas, pour vous, c'est pas comme ça que vous le voyez. Nous sommes, dans notre culture, des individus. Individu, pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas divisé. Or, si on tend à s'appeler des individus dans notre culture, c'est qu'à un moment donné, peut-être on l'a été divisé. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on a peut-être l'impression, dans notre culture à nous, qu'on a une personnalité, toi Bob, moi Jean-Pascal, voilà, et puis que cette partie-là, elle est immuable. Or, en réalité, comme on le voit, tout au long de la journée, tout au long de notre vie, on passe par des états d'âme différents, ce que les Africains appellent des âmes, et donc ces états d'âme sont peut-être relatifs à ce qu'on appelle les esprits, voilà. Et donc, je pense qu'on est constitué effectivement de différentes parties, on va dire, esprit, âme, voilà, et que ces différentes parties, il faut faire avec, voilà. Et les esprits qui constituent en fait le tout, en fait, entre guillemets, c'est obligatoirement des gens qui ont fait partie de notre famille. Alors, à ma connaissance, une partie de ces esprits sont liés à ce qui nous est transmis à travers la famille, donc il y a quelque chose de très important, une bonne partie. Une partie nous sont transmis par les parents ou les gens qui ont été proches, qui ont eu une influence et qui ont laissé une empreinte importante sur nous, les traumatismes qu'on a pu vivre également. Et puis il y a d'autres esprits qui correspondent peut-être plutôt à des fonctions, on va dire, comme par exemple pour l'initiation, il y a beaucoup de gens qui suivent un chemin initiatique à travers leur propre initiateur intérieur. Donc ils vont dialoguer avec leur initiateur intérieur de la même manière que certains dialoguent avec les anges d'ailleurs, qui sont leurs protecteurs, qui pour moi relèvent du même principe, que ce soit les anges, les démons, les djinns dans la religion musulmane, les Loas dans le vaudou ou les orishas au Brésil, on parle de la même chose, voilà. Vous avez eu fort à faire déjà avec une personne possédée ou envoûtée, vous avez vécu des choses difficiles? En tout cas, peut-être pas pour vous, mais pour la personne.
Difficile. Les choses les plus difficiles sont les choses les plus inattendues. En général, les gens qui viennent avec de gros symptômes sont en général les gens qui sont souvent les plus faciles à traiter. Voilà, des gens qui arrivent effectivement. Plus c'est gros, plus c'est facile à traiter. Oui, parce que plus c'est gros, plus se manifeste de manière évidente une partie ou un esprit avec lequel la difficulté va être de rentrer en relation avec cet esprit. C'est-à-dire que s'il est caché, il est pervers. Si quelqu'un vient me voir avec un esprit qui lui parle, alors je vais tenir compte de la personne, mais je vais tenir compte également de l'esprit qui est là présent, qui lui parle, et ça va être une négociation à trois si on doit travailler ensemble. Et donc moi je vais tenir compte de cet esprit que la personne veut éventuellement chasser ou rejeter éventuellement, parce que je pense que c'est important de lui donner une place dans un premier temps et d'en tenir compte, et pas de m'en faire un ennemi, effectivement. Donc il est arrivé quelquefois effectivement qu'il y ait des dérapages et que je me laisse prendre par surprise par un esprit plutôt manipulateur pervers, mais ça n'a jamais été bien loin. Et voilà. Ça se manifeste comment ? Ça se manifeste par, en général, le fait que moi-même je néglige au niveau de ma propre personnalité ce démon-là. C'est-à-dire que je ne l'ai pas travaillé, c'est quelque chose que j'ai pas trop envie de voir, et donc quelque part je vais pas le percevoir chez la personne en face, et je vais me retrouver piégé dans la relation avec la personne. Voilà. D'accord. Ça se manifeste par des jeux de persécution, par exemple. Voilà, c'est arrivé quelquefois aussi, mais voilà, et ça m'amène à me remettre en cause, et non pas à remettre en cause la personne en face. Alors ce soir sur Radio, ça fait beaucoup parler, le chamanisme et la sorcellerie. Et notamment sur la page Bob vous dit toute la vérité. Et Elliot, tu as quelques questions pour Jean-Pascal Bruno. Oui, vous avez dit que chacun pouvait trouver son propre chemin initiatique, mais est-ce que tout le monde a en lui des pouvoirs chamaniques? Et si oui, est-ce qu'on peut les utiliser facilement pour se faire du bien? Alors, moi, ma croyance personnelle, c'est que les pouvoirs n'existent pas seul en soi. Il n'y a pas de pouvoir en soi. On développe une faculté. On est des êtres humains en relation. On n'existe qu'en fonction du regard de l'autre et de la relation à l'autre. Donc le pouvoir est toujours quelque chose qui est donné, ou en tous les cas qui est amené par l'autre. Qu'est-ce qui me donne le pouvoir d'être chaman? C'est le fait d'avoir choisi ce chemin-là et que les gens viennent me voir en tant que chaman. Ça me donne la position et le pouvoir de les aider. Simplement ça. En dehors de ça, pour mes copains, pour mes amis, pour les gens qui sont proches, moi j'ai des amis qui ne croient pas du tout en ce domaine-là, qui me disent mais ton truc là c'est du charlatanisme. Ils me le disent carrément. Ouais. C'est leur croyance, c'est mes amis. Je l'accepte, je les aime comme ça, ouais, il n'y a aucun problème, parce qu'eux me connaissent comme un garçon ordinaire, comme vos propres copains, vos propres amis. Par contre, les gens qui viennent me voir et qui ont pratiqué avec moi ou qui ont eu affaire à moi dans ma fonction et dans ce que j'ai décidé de suivre, me donnent des pouvoirs importants de les aider. C'est eux qui me donnent ces pouvoirs-là. Voilà. Le chamanisme aujourd'hui, c'est une façon pour vous, c'est indissociable de votre personnalité, c'est-à-dire que si demain on vous demandait d'arrêter, vous seriez malheureux? Ça vous constitue aujourd'hui? Non, je ne serais pas malheureux si demain je dois arrêter, si demain... Je vais vous dire, j'ai commencé il y a 25 ans, 26 ans, à Paris, quand je me suis installé. Bon, le seul problème, c'est qu'ici, contrairement au Brésil, il fallait avoir un cabinet que ce soit commercial, donc il y a un aspect clientèle, si vous voulez. Ouais. Au début, j'ai commencé, et puis comme j'avais besoin de payer mon loyer, parfois je prenais des travaux, des demandes que je sentais pas vraiment. Voilà, je dis comme ça, au moins prendre des honoraires et payer mes frais. Et ça ne marchait pas, les gens étaient mécontents. Donc j'ai décidé très rapidement, au bout de quelques mois, d'arrêter. Je dis bon, je vais arrêter, voilà. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire cette démarche clientéliste, à partir de ce moment-là, les gens sont venus apparemment dans une démarche différente. Et au bout de quelques mois, j'ai encore aujourd'hui beaucoup plus de demandes que je peux répondre, tout simplement parce que effectivement, si je ne sens pas les choses, j'arrête. Et si demain je ne sens plus la capacité ou la possibilité de continuer à être chaman, et je ferai autre chose. Voilà. En fait, ce que vous essayez de dire, c'est que si on a un côté mercantile, ça ne fonctionne pas en fait. Oui, si on a un côté... S'il y a que... Parce que malheureusement, vous disiez, il faut payer les factures. Oui, tout à fait. Non, mais il y a une réalité des choses. Moi, je fais de la radio, c'est pas pour aller... Il faut que je paye l'électricité et mes collaborateurs. Mais en tout cas, oui, on a tous un côté mercantile. Mais si ça dirige votre action, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est ça. Oui, si ça dirige l'action, ça ne fonctionne pas. Bien sûr. Ça ne fonctionne pas, et je pense que ça ne fonctionne pas parce que c'est pas un commerce. Voilà, tout simplement. Et pourtant, les gens aujourd'hui de plus en plus me contactent
ou par internet mais comme s'ils allaient chez Darty. C'est ça. Ouais. C'est Monsieur Bruno, combien ça coûte pour récupérer ma femme? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je prends une garantie de 3 ans. Voilà. Et puis si elle repart dans moins d'1 an, je vous fais un procès. Voilà. C'est un peu ça. Oui, parce que il y a un côté en fait un peu. Moi, j'ai toujours la sensation que les gens qui viennent voir des chamans ou des médiums, quelle que soit sa spécialité, et votre spécialisation. Les gens attendent tellement de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est presque pas humain d'attendre. C'est-à-dire que c'est tout. Ils veulent le travail, que la femme revienne, que les affaires aillent bien. Mais il faut. Enfin, moi, c'est ce que je dis toujours. On est quand même acteur un peu de son bonheur et de son destin. C'est ce que disent souvent mes collègues guérisseurs. C'est-à-dire que j'ai surpris un jour une discussion entre un de mes collègues guérisseurs et un psychiatre. Et le psychiatre disait, mais nous, on a le diplôme pour guérir. Le guérisseur dit, mais moi, je ne guéris pas les gens, je les aide à trouver leur chemin de guérison. C'est pas la même chose. Donc on parlait de pouvoir tout à l'heure, il ne s'agit pas de pouvoir personnel, il s'agit de favoriser chez les gens de libérer leur potentialité, leurs bons esprits, leurs alliés, on peut appeler ça comme on veut, mais en tous les cas de permettre aux gens de trouver leur force, leurs énergies. Et les gens sont nous sommes formidables tous. On a des ressources, donc pour répondre à Elliot, on a des ressources formidables à l'intérieur de nous, mais notre culture, nos croyances les brident, les empêchent de se manifester et parfois nous font culbuter. Voilà, donc je pense que aider les gens à libérer leur potentialité et leur propre pouvoir, ça effectivement, je pense que c'est, en tous les cas, c'est la fonction des chamans, je pense, voilà. Vous avez été attaqué par d'autres chamans, vous? Est-ce qu'il arrive? Moi, j'avais reçu aujourd'hui, il y a quelque temps, un sorcier qui me disait, entre le vaudou, notre sorcellerie à nous, etc., parfois il y a des guéguerres. Les seules guéguerres que je puisse connaître, ce sont des guéguerres commerciales. Ah, d'accord. Ouais. C'est une histoire d'argent. Tu prends cette. Mais elles existent en tout cas, ces guéguerres. Mais entre les gens qui sont, enfin, même les Hungan, les sorciers vaudous, ou les Mambo que j'ai pu rencontrer sur Paris, les gens qui pratiquent avec l'iboga en Afrique, les Sénoufos, tous les gens qui pratiquent une magie un peu particulière, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit en Amérique, en Asie, tous les chamans se reconnaissent, c'est-à-dire qu'on fait la même chose. Bien sûr, les Africains ont des petites statuettes, ils ont une pratique, ils ont une culture différente, mais on fait la même chose. Les guéguerres qui existent sont des guéguerres ici commerciales, effectivement, parce qu'effectivement, dans ce domaine-là, comme dans tous les domaines, à partir du moment où il y a de l'argent, à partir du moment où je veux pas citer de plateformes sur Internet qui font de la voyance, mais bon, on peut se demander effectivement si les gens qui répondent au téléphone sont vraiment des voyants. Voilà. Moi, les voyantes que je connais, je connais encore des voyantes qui sont analphabètes, qui font ça avec un petit jeu de 32 cartes sur leur table de cuisine au fin fond de Montreuil. Oui, voilà. Et ce sont de très bonnes voyantes. Et aujourd'hui, elles n'ont pas besoin d'un appui médiatique pour travailler. Mais voilà. D'ailleurs, c'est ce qui casse un petit peu le. C'est ce qu'on nous reproche. Ce qu'on me reproche souvent, c'est de demander de l'argent. Vous avez un don et vous demandez de l'argent. Oui, mais je pratique à plein temps. Et je suis comme tout le monde, j'ai besoin de vivre. Voilà. Alors, moi, quand j'entends parler de chaman, de sorcier, j'ai toujours l'impression que le look est important, le décorum est important. Est-ce que, alors, quand on vous voit là, vous êtes quelqu'un de tout à fait normal, il n'y a pas une tenue adéquate. Est-ce que quand vous travaillez, vous êtes dans un décorum particulier ou pas du tout? Non, les gens ne sont pas surpris d'ailleurs, parce que j'imagine, quand on dit chaman, quand on dit sorcier, on imagine tout, quoi. Mais les gens s'en foutent. C'est pas ça qu'ils viennent voir. Ah oui, c'est ça, ouais. Quand ils viennent me voir. C'est important, parce qu'on a toujours la sensation qu'on en veut pour notre argent, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je pense que quand les gens viennent me voir, je pense qu'ils regardent même pas comment je suis habillé. Ouais. C'est pas vraiment ça le problème. Il y a des gens qui vous refusent des fois? Oui, ça arrive. Ah ouais, pourquoi? Vous le sentez pas? Parce que en général, les gens m'appellent. Moi, je travaille d'une manière particulière, c'est-à-dire que je ne prends pas de consultation. Les gens m'écrivent ou me téléphonent, je parle un petit peu avec eux, et si je le sens, je leur donne rendez-vous. Ils viennent à mon cabinet. Les études que je fais, les consultations que je fais sont gracieuses. Et ensuite, on décide ou pas de travailler ensemble. D'accord. Et si on travaille ensemble, moi j'ai institué depuis que je suis en France une manière de travailler, c'est-à-dire je travaille avec un contrat. D'accord. Un contrat très clair, parce que je me suis dit qu'on était dans un monde occidental, libéral, et que c'était important d'indiquer aux gens qu'est-ce qu'on fait. Donc il est
j'explique que ce que je fais, c'est un accompagnement, ce sont des rituels, voilà, et qu'en aucun cas, mon action leur garantit aucun résultat. Ils le savent, ils ont un contrat, ils ont un délai de rétractation, comme quand on va chez l'artiste, justement. Voilà. Il va falloir acheter une petite voiture. Hein. Voilà. Et à partir de ce moment-là, très souvent, les problèmes ne se résolvent pas en 3 jours. Très souvent, c'est long quand même comme quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Et donc, en fonction de ça, je suis les gens jusqu'au bout. Voilà. Et à partir du moment où on est en relation, il n'est plus question d'argent, il est question d'être en relation régulière. Moi, je suis mes clients régulièrement, donc j'ai un certain nombre de personnes que je suis. Voilà, je suis limité aussi par le temps. Et puis, j'ai une partie de ma clientèle, j'ai des gens que j'ai depuis plus de 20 ans, qui reviennent, qui, voilà, quand ils ont des difficultés ou des périodes difficiles. Voilà. Est-ce que vous pouvez influencer la vie de quelqu'un? C'est-à-dire que, quand je vous disais, on attend tellement de choses de vous, c'est-à-dire que moi, je viens vous voir, je dis, voilà, je veux que cette émission, ce soit un carton. Est-ce que vous avez une possibilité, alors je vous le demande pas, hein, mais vous voyez, c'est une image, hein, donc voilà, c'est une analogie. Si vous aviez envie, voilà, si j'ai envie, moi, de faire que cette émission cartonne, est-ce que vous avez ce pouvoir-là? Si vous venez me voir pour me faire cette demande-là, et que... Déjà, est-ce que vous l'acceptez, cette demande? Oui, je peux l'accepter, j'ai pas d'a priori dessus, et que lors de notre entretien, notre contact, je sens que c'est quelque chose qui est important, qui correspond à votre chemin de vie, qui peut vous aider à vous épanouir. Oui, bien sûr. D'accord. Je vais tenter de favoriser les choses. Mais j'ai aussi des gens qui viennent me voir, petites jeunes filles qui viennent me voir parce qu'elles veulent devenir la star à la mode, vedette, et ou qu'elles veulent éventuellement que telle ou telle vedette ou chanteur tombe amoureux, et je leur explique que c'est pas possible. Elles ne sont pas en relation avec, elles ne le connaissent pas, je ne peux rien faire. Il faut que ce soit en vous, dans votre vie, c'est-à-dire que ça vous accompagne, quoi. Voilà. Ce qu'on va regarder, parce que moi je vais essayer de sentir, c'est s'il y a un chemin qui est ouvert ou pas pour la personne sur sa demande. Bien sûr, c'est ça. Et parfois, c'est malheureux, il y a des gens pour qui c'est dramatique, et qui viennent me voir pour un problème de couple, et je vais intervenir un certain temps, et ils vont résoudre leur problème de couple, et ils vont m'envoyer une amie qui a exactement le même problème, et qui me dit, mais bon, vous avez travaillé pour mon ami, donc je dis, mais moi je peux pas vous prendre, parce que votre chemin de vie est différent, et je pourrais pas vous aider. Votre rupture, là, je ne pourrais pas vous aider à avancer dedans. Oui, mais quand même, vous avez aidé mon ami. Non, voilà, c'est comme ça. C'est au cas par cas, il n'y a pas de recette de cuisine. Non, mais c'est vachement honnête, je trouve. Honnête, Voilà, il y a un côté, je prends pas tout le monde, parce que il y a beaucoup de cabinets qui ont été voilà, avec des réputations de fric, quoi. C'est-à-dire que perpétuellement, et ce qui est intéressant, vous, c'est que non, moi, si je le sens pas, vous le faites pas. Et c'est vachement intéressant. En même temps, le fric fait réagir beaucoup de gens. Je vois parfois sur Internet, j'ai des commentaires sur ma pratique et mes tarifs qui sont assez désagréables à entendre, que j'accepte. Après tout, il y a des gens qui considèrent effectivement que si je suis quelqu'un sur un certain temps, pour un certain prix, c'est abusif. Bon, j'essaie d'expliquer que je suis comme tout le monde. Vous savez, je fais de la radio. S'il y a une radio qui n'a pas les moyens de se payer Bob, j'y vais pas. À un moment donné, je vis. Après, c'est un business, et que n'importe quel, maintenant, il m'arrive de prendre aussi des gens parce que je ressens que je peux les aider, et que même si financièrement ces gens-là ont de grosses difficultés, il m'arrive de les prendre parce que je le sens. Voilà. Mais ça fait partie du panache de ce que je vais sentir, voilà, à un moment donné, sachant qu'effectivement l'aspect équilibre commercial de mon cabinet est aussi important, bien sûr. Je le dis, j'ai aussi une partie voilà, qui est intéressée comme tout le monde à vivre de ce que je fais. C'est-à-dire que si on pouvait je sais pas, vivre d'amour ou d'eau fraîche, je pense que vous l'auriez fait déjà. Oui, probablement, oui. Je vis que ce soit François ou Nicolas, faut passer à la caisse quand même. Hein. Oui, tout à fait. Quoi qu'il arrive. Tout à fait. Bon, on va être obligé de se quitter parce qu'il est pratiquement 23h. Jean-Pascal Bruno, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, tiens, si vous avez, je vous laisse les secondes que vous voulez. Eh bien, je dirais aux gens que je pense que c'est important qu'ils se laissent sentir, qu'ils ont des capacités eux-mêmes et des pouvoirs formidables. Si je peux les aider un jour à le révéler, je le ferai, mais je pense que par eux-mêmes, ils peuvent y parvenir. Voilà. Merci Jean-Pascal Bruno d'avoir été avec nous ce soir. Chaman et sorcier, on aura peut-être l'occasion de se reparler avant la fin de la saison. Ça a été un vrai plaisir. On a découvert une partie qu'on n'avait pas véritablement abordée encore, le chamanisme, la sorcellerie, mais plus le chamanisme, parce que c'était intéressant de mettre un coup de projo là-dessus. On va marquer une petite pause musicale et dans un instant un tout autre univers, les objets volants non identifiés et surtout les extraterrestres. Et là,
Mais alors, c'est énorme le dossier qui arrive, c'est la conspiration extraterrestre. Ouais, et avant le morceau qui arrive va être énorme aussi, Bob, et tu vas bien aimer, je pense, comme la plupart de nos auditeurs, c'est Tupac et Dr. Dre avec California. J'ai cocoté. Alors California Love sur Ado et dans toute la vérité. Maintenant, Bob vous dit toute la vérité, aussi en podcast sur adofm.fr.